Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'analyse de Spider-Man Far From Home, de son scénario, de ses thématiques, de ses scènes post-crédits. Et évidemment cette vidéo sera pleine de spoilers, sachant que j'ai déjà sorti ma critique du film, elle sans spoiler, et c'était mardi, juste la veille de la sortie du film. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur ce Spider-Man Far From Home, qui est aussi riche en thématiques qu'en clin d'œil, mais avant tout, je voulais vous faire une petite confession intime, puisque le film commence avec la musique I Will Always Love You, qui vient de Bodyguard, de Whitney Houston, et il faut bien avouer, je sais que c'est un petit peu la honte, puisque maintenant c'est considéré comme kitsch, que j'ai toujours adoré cette chanson de Whitney Houston, que j'ai même un petit faible pour le film. Oui, je sais qu'il est très kitsch, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'étais ado quand j'ai vu ça, je pense même que j'avais un petit crush pour Whitney Houston, donc voilà, tout est dit, à cœur ouvert, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On découvre que le monde connaît le sacrifice de Tony Stark, mais aussi que Captain America est considéré comme mort lui aussi, le grand public ignorant son retour en version bien plus âgée. Quant au sacrifice d'une personne telle que Natasha Romanoff, Black Widow, eh bien elle échappe assez largement au grand public, rien d'étonnant à cela, notamment pour un personnage qui avait toujours vécu et agi dans l'ombre. Des hommages sont rendus à Iron Man, notamment dans l'art de rue, et on peut éventuellement y voir une subtile référence à l'amour du graphe de Miles Morales, le Spider-Man de l'univers Ultimate, et qu'on a pu voir dans Into the Spider-Verse. D'ailleurs, l'oncle de Miles, Aaron Davis, alias le rôdeur, incarné par Donald Glover, était apparu en clin d'œil dans Homecoming. Mais pour revenir à Iron Man, parlons d'abord du MacGuffin de ce film. Le MacGuffin, c'est le prétexte pour développer le scénario, ce après quoi le héros et ses ennemis courent, et en l'occurrence, il s'agit du système Edit et de la clé d'accès à ce système, à savoir les fameuses lunettes. Alors oui, c'est vrai, on pourrait éventuellement se poser la question, pourquoi Tony Stark n'a-t-il pas fait appel à toute cette force de frappe alors que Thanos et son armée attaquaient le QG des Avengers dans Endgame? Eh bien, je ne sais pas trop, mais mieux vaut se laisser porter par l'histoire et ça n'aurait sans doute pas fait une très grande différence. Edit représente surtout le contrôle des ressources technologiques de Tony et l'accès à un système d'information extrêmement performant. Ces lunettes sont la marque de l'héritage d'Iron Man en tant que protecteur de la Terre. Et l'idée de mettre ces lunettes au centre de l'intrigue est particulièrement brillante quand la thématique centrale du film réside dans la dynamique entre illusion et vérité et la remise en cause de l'existence même d'une vérité, ce qui fait étrangement écho à la série Tchernobyl dans un registre autrement plus grave et sérieux. Regardez cette mini-série, c'est un véritable chef-d'œuvre en 5 épisodes, et puis regardez ensuite la vidéo que j'y ai consacrée sur la chaîne. Ces lunettes permettent non seulement à celui qui les porte d'avoir une perception plus fine et plus profonde du monde et de ses réseaux d'information, mais lorsqu'elles sont sur le nez de Quentin Beck, eh bien elles lui permettent carrément de façonner la vision du monde d'une bonne partie du reste de l'humanité. Et le premier point qui vient souligner pourquoi il est si important qu'un garçon comme Peter Parker les reçoive et pourquoi Tony l'a choisi, c'est qu'il se refuse à espionner le téléphone de Michelle Jones notamment. Bien évidemment, on peut voir dans ces lunettes une métaphore du pouvoir que donne la maîtrise de l'information. On pense notamment à celui dont dispose la NSA, pas besoin de vous faire un dessin. C'est toutefois avec la façon de voir et de faire de Quentin Beck, alias Mysterio, que le message devient véritablement politique, et il ne s'agit là pas seulement d'une mise en abîme du système hollywoodien et de l'illusion du cinéma de façon générale. En effet, le film nous présente le discours d'un homme qui se sert du besoin de croire et même de la crédulité d'une partie des gens qui l'entourent pour leur servir une vision simplifiée et déformée de la réalité et surtout un homme providentiel pour les aider. On peut même dire que la notion de désinformation a été intelligemment intégrée au film lui-même en ciblant les analystes et les connaisseurs avec les nombreuses plaques d'immatriculation de différents véhicules qui renvoient à différents numéros de comics avec des références à Hydro Man, Molten Man, Sandman ou encore Cyclone, ce qui permet de couvrir un petit peu, en tout cas de maquiller la vérité sur ces fameux élémentaires. Autre aspect important du système Edit, l'acronyme signifie Even Dead, I'm the Hero, même mort je suis le héros. Alors déjà on peut y voir le symbole de l'ego démesuré et du sens de l'humour de Tony Stark, déjà c'est un bon point, mais aussi en poussant un petit peu plus loin, on pourrait y voir un indice de la forme de victoire finale qu'obtient Quentin Beck, ou en tout cas Mysterio, au-delà de la mort. Alors oui, je sais bien qu'on ne peut pas avoir de certitude quant à la vie ou à la mort de Quentin Beck à la fin du film, ni sur le niveau de contrôle que Peter aurait pu regagner sur le système Edit. La seule chose qui est sûre, c'est que quelqu'un a récupéré et façonné les images
pour créer sa propre vérité et surtout façonner la perception du public. En effet, on voit l'ancien ingénieur William Ginter Riva, qui travaillait pour les industries Stark et notamment pour Obadiah Stane dans le tout premier Iron Man, télécharger les informations avant de décamper, et on peut supposer que c'est lui qui a envoyé cette fake news au Daily Bugle dirigé par Jonah Jameson version 2024. Et oui, j'ai bien dit 2024, puisque le présent du MCU se situe maintenant plus ou moins 5 ans après notre présent. Jonah Jameson surgit donc avec le retour surprise et inespéré de J.K. Simmons dans ce rôle qu'il avait tenu à la perfection dans la trilogie de Sam Raimi, qui remonte déjà à plus de 15 ans. Et ouais. De mon point de vue, c'est clair, un tel retour ne peut pas être anecdotique, ce n'est pas un simple caméo, on reverra le personnage et l'acteur pour au moins le prochain film, à moins qu'il y ait évidemment un problème de négociation de contrat, mais je suis confiant. Révolution Internet oblige, le Daily Bugle n'est plus un journal bien sûr, mais un site internet consacré au buzz, au scandale, aux fake news et même éventuellement aux idées conspirationnistes. Quoi qu'il en soit, avec le blip et le délicat retour à la normale sur Terre, on peut dire que l'impact de l'action des super-héros sur la vie quotidienne de tout un chacun a atteint son paroxysme suite à Endgame. Et même si le sentiment dominant est largement celui de la gratitude, on peut supposer que cette omniprésence pourrait dériver d'une façon ou d'une autre, notamment s'il était guidé par un homme tel que Jonah Jameson, vers une sorte de ras-le-bol pour la plupart des habitants de la Terre qui seraient ouverts aux divagations du bonhomme. Et je suppose que vous devinez où je veux en venir, une telle animosité, eh bien Peter Parker pourrait carrément en faire les frais maintenant que son identité secrète a été révélée au grand jour. Ainsi, le dernier film de la phase 3 du MCU se termine non seulement sur une référence à Homecoming, avec le What the fuck de Peter qui est coupé, comme celui de Tante May quand elle l'avait découvert en costume de Spider-Man, mais aussi sur une référence au tout premier Iron Man quand Tony révélait au monde sa propre double identité. Entre ces deux moments que plus ou moins 15 années séparent, eh bien on a d'un côté le choc de la vérité, la révélation de Tony, et de l'autre, avec Peter, un choc bien plus malsain, celui d'une fake news mêlée de vérité pour donner plus de poids au mensonge. Et oui, puisque ce qui est véritablement vicieux dans tout ça, c'est pourquoi ne pas croire que Spider-Man est coupable de ce dont on l'accuse, alors qu'avec cette fausse information vient la vérité sur son identité. Du coup, peut-être que l'un des enjeux du prochain film sera de faire mentir la vérité pour permettre au mensonge de s'effriter. Bien évidemment, je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo sur l'autre scène post-crédit, celle avec les Skrulls et Fury, mais pour le moment, parlons de quelques personnages secondaires et venons-en ensuite à Mysterio en personne, Quentin Beck. Pour commencer, le casting de Remy E en Brad Davis est assez fou, mais plutôt amusant puisque l'acteur a 31 ans alors qu'il incarne un personnage qui en a 17. Le personnage existe dans les comics, un sportif blond et costaud de l'équipe de football américain qui est, comme dans le film, un rival amoureux pour Peter. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a semblé personnellement que le scénario aussi bien que l'acteur faisait un bon boulot pour rendre ce Brad assez détestable sans lui faire faire des trucs complètement incroyables. Je suppose que l'histoire des parents riches et absents de Flash Thompson pourrait potentiellement déboucher sur quelque chose de plus impactant dans un prochain film, mais pour le moment il faut avouer que cette piste n'a quasiment aucun intérêt scénaristique, si ce n'est fournir une vague explication concernant le comportement de Flash, mais bon, on s'en fout un peu. Mais je vous propose maintenant d'en venir à Mysterio, à savoir Quentin Beck et toute sa bande. Alors nous étions très nombreux forcément à savoir que Mysterio a toujours été un méchant, un vilain dans les comics et qu'il le serait forcément dans ce film. La grande question c'était de savoir comment ils allaient l'adapter et de manière générale je trouve que c'est quand même très réussi. Il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit, le plus impressionnant, le plus mémorable dans tout le film, c'est une séquence, la fameuse séquence des illusions, lorsque Quentin Beck parvient en manipulant Peter du début à la fin à lui soutirer le nom de ses amis, ceux qui sont au courant de la terrible machination, et même à lui faire percuter un train. Que ce soit la réalisation ou encore la direction artistique de cette scène, les deux sont absolument fabuleuses, notamment quand on est fan de comics, on a l'impression de voir ressortir certains moments clés, que ce soit des comics ou d'anciens films, avec par exemple Mysterio qui devient absolument gigantesque, ou encore la mort, la chute de Gwen Stacy qui devient celle de MJ. On a aussi la guerre des clones avec les multiples Spider-Man qui viennent attaquer Peter, ou encore les Marvel zombies, lorsque Tony Stark en personne va sortir de sa tombe pour foncer sur le pauvre Peter, c'est vraiment très bien foutu. Bien évidemment, on peut aussi voir dans l'inspiration de cette séquence une bonne dose de Matrix, mais quoi qu'il en soit, elle suffit, je pense, à placer ce film très haut dans les réussites visuelles du MCU, et en termes de réalisation, on est nettement au-dessus de ce que nous avait proposé le très plat Captain Marvel. De ce point de vue, il n'y a pas photo. Toutefois, Mysterio, ce n'est pas que ça, et outre cette magnifique adaptation des fameuses capacités d'illusion du personnage, reste à explorer le fond, et là donc on nous propose une série d'anciens employés de Stark Industries qui vont tout faire pour récupérer ceux
qui, d'après eux-mêmes, leur revient de droit. Et là, franchement, de mon point de vue, en tout cas, le film commence à pêcher un peu en termes de cohérence, de solidité scénaristique, puisqu'un tel groupe de personnes ne pourrait jamais garder aussi bien un tel secret, ni se mettre d'accord sur autant de morts et de destruction. Ça me semble tout simplement impossible. Alors oui, c'est vrai, je reconnais qu'on peut aussi y voir la marque de l'extraordinaire capacité de persuasion de Quentin Beck envers tous ses anciens collègues, mais bon, ça reste quand même très tiré par les cheveux, sans même se lancer dans les questions de problèmes techniques, de réalisation de toutes leurs illusions. Néanmoins, je reconnais que l'utilisation de la technologie BARF était amusante et on retrouve évidemment une forte cohésion thématique entre le vautour de Homecoming et ces terroristes en col blanc dans Far From Home. Et oui, au final, quand on réfléchit bien et qu'on compare les deux films, on est juste passé du monde de l'industriel dans Homecoming au monde de l'informatique, de l'information et de l'image dans Far From Home. Là où je pense que le film peut carrément décevoir certains fans un peu trop excités par des idées qui ont été présentées, c'est évidemment sur la notion de multivers, de réalité parallèle, puisque tout ça a été gravement teasé pour ensuite retomber comme un soufflet. Tout était donc faux, évidemment je reste persuadé que le multivers existe dans le MCU, c'est même une certitude qui a été indirectement confirmée par les frères Russo quand ils ont expliqué que Steve Rogers avait créé une ligne de temps parallèle en décidant de vivre sa vie avec Peggy Carter. Dans ce Spider-Man Far From Home, Quentin Beck affirme donc qu'il est originaire de la Terre 833, alors que celle de Peter Parker serait la Terre 616. Dans les comics, la réalité principale des héros qu'on connaît est bel et bien la 616, mais celle du MCU a été définie comme étant la 199999 dans le manuel officiel du Marvel Universe A à Z volume 5. Concernant la Terre 833, elle a effectivement été ravagée par une attaque dans les comics, et c'est de là que provient Spider UK, leur représentant du corps des Captain Britain. Mais comme vous le savez, au final, dans le film en tout cas, tout ça n'est que poudre aux yeux, ce n'est que du blabla qui vient d'un scénariste un peu trop habitué à certains clichés, comme par exemple la fameuse famille perdue par Quentin Beck dans sa lutte contre le mal. Il faudra donc certainement attendre la phase 4 du Marvel Cinematic Universe pour enfin voir développer à l'écran le concept de multivers, enfin on verra bien. Autre petite déception possible pour certains avec l'absence totale de la moindre référence aux vautours, aux scorpions, et donc à l'approche éventuelle des Sinister Six ou encore de Norman Osborn, aucune info non plus sur l'acquéreur de la tour Stark, même si le film nous montre bien qu'elle a été modifiée. Ce qui m'a semblé particulièrement bien géré dans le film en revanche, c'est la mise en place progressive de la maîtrise de Peter, de son sens d'araignée, de son Peter Tingle, comme ils l'ont rebaptisé de façon assez comique dans Far From Home. Et effectivement, cela fait de Spider-Man un héros particulièrement puissant puisque c'est sans doute sa capacité la plus utile. Enfin, pour ce qui est de la révélation des Skrulls, voilà qui vient expliquer la relative naïveté de Nick Fury et peut-être donner un indice pour une version différente de Secret Invasion. En effet, comme vous le savez sans doute déjà dans les comics, eh bien on a les Skrulls qui infiltrent la Terre en prenant la place de certains super-héros, mais dans le MCU, lorsque Talos évoque les cellules dormantes des Kree, on peut supposer que c'est plutôt cette espèce qui pourrait jouer ce rôle. Quant à deviner ce que fait le véritable Nick Fury dans l'espace avec des Skrulls, eh bien je suppose que vos idées sont aussi valables que les miennes. Alors on peut éventuellement penser à une forme de programme de défense spatiale de la Terre, mais ça me semble un petit peu trop simple peut-être, ou alors quelque chose de plus ambitieux avec la gestion d'une crise qui pourrait être liée au comportement de Carol Danvers, alias Captain Marvel. En effet, on sait que Talos laisse échapper peut-être un petit indice lors d'une discussion avec Peter, au QG de Nick Fury, au prétendu QG de Nick Fury, en disant « Oh, ne me parle pas, ne me lance pas sur le sujet de Carol Danvers », peut-être une piste pour Captain Marvel numéro 2. Concernant Venom, enfin, pas de véritable teasing dans ce film, mais quand même on a la scène du clocher à Venise. C'est une façon pour Sony de nous dire oui, on pense très fort à réunir à l'écran ces deux personnages, puisque vous savez quand même que la cloche, eh bien, c'est un élément essentiel avec les vibrations, l'effet des vibrations sur le symbiote qui compose Venom, avec Eddie Brock et Venom, et on l'a vu ça dans les comics, mais aussi dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, du coup, wait and see. Personnellement, je dois avouer que je serais très preneur de voir l'introduction de Kraven le chasseur, un des adversaires emblématiques de Spider-Man. Par exemple, on pourrait supposer qu'il aurait été mis sur la piste de Peter Parker par Jonah Jameson, et ça pourrait donner un affrontement plutôt sympathique.
Comme vous le constatez, il y avait beaucoup d'angles possibles pour analyser ce film Far From Home, et encore, je n'ai pas évoqué le rôle de Happy Hogan dans la transition entre Tony et Peter, avec par exemple la musique de AC/DC, etc. Mais ça faisait vraiment plaisir pour les fans du MCU qu'on est tous. Il y a une véritable continuité, et comme je le disais dans ma critique sans spoiler, eh bien ce film, ce Spider-Man de Sony s'intègre parfaitement dans tous les films réalisés sous la houlette de Disney, mais ça c'est cool. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas que je vous englue la tronche avec mon propre web shooter, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, et je vous conseille aussi de regarder ma vidéo consacrée à Toy Story 4, puisqu'elle ne fait pas beaucoup de vues, alors que j'en suis assez fier, avec notamment une interview exclusive de l'équipe avec le réalisateur et les 2 producteurs du film. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!